Il y a plus de centre de vente, on va arriver au moment de la pause, notamment pour l'enregistrement. D'accord, tout simplement, et ça va enregistrer par des mots dans les fichiers téléchargés, quelque chose comme ça. Ça fractionne en fait. C'est à la fin, ça D'accord. Par contre, ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Parce que quand c'est 1 heure, ça prend un petit moment, donc une journée, ça prend pas. D'accord, de toute façon, on va couper aux pauses. Ok, très bien. Et Nathalie, normalement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, écoutez, merci pour votre présence également à distance. Nous allons commencer donc cette journée d'études par une brève présentation, enfin introduction de la directrice du laboratoire de l'ILCA4 et puis également quelques petits mots également de deuxième organisateur donc, du laboratoire Lucie et Pléiade. Tu pourras peut-être dire quelques mots aussi rapidement. Donc, oui, Véronique, tu as la parole. Alors, ce sera très rapide. Mon intervention vise essentiellement, du coup, à vous remercier, à remercier les personnes présentes et à remercier surtout les organisateurs de cette journée d'études. Donc, je suis très heureuse que ce soit l'UGA qui accueille cette première journée d'études, donc la première de 3 et sans doute de beaucoup d'autres événements à venir. Je suis d'autant plus heureuse aussi que cette première journée s'inscrive aussi bien dans l'un des 3 axes transversaux de notre laboratoire, ILCA4, auquel appartient Marion en tant que membre titulaire, et que Sabrina Juillet Garçon a rejoint tout récemment en tant que membre associé, nous a fait cet immense plaisir de façon à consolider vraiment les collaborations entre les différents laboratoires. Donc, 3 axes principaux de recherche au sein de notre laboratoire qui est par ailleurs constitué de 6 équipes. Donc, ILCA4, c'est l'Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie, Australie, d'où le 4A. Un laboratoire organisé autour des études aréales et transaréales. Et l'un des 3 axes de recherche est un axe qui s'appelle migration et frontières. Et donc, le voyage fait vraiment tout naturellement partie, s'inscrit tout naturellement dans cet axe de recherche. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais assister en tant que collègue et chercheuse à cette journée d'études et vraiment avec beaucoup de plaisir aussi en tant que directrice d'ILCA4 que je suis heureuse de pouvoir participer aussi indirectement à l'organisation de cette journée d'études. Donc, voilà, un grand merci encore et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais commencer à assister à cette première matinée, cette première journée. Je compte bien assister aux 2 suivantes également. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation. Pléiade. Alors, tu vais dire voilà. Voilà. Donc, bienvenue à tous et je suis vraiment contente d'y être enfin, parce que ça fait quand même plusieurs mois que nous organisons cette journée avec tous nos partenaires et c'est vraiment un plaisir que d'être là à l'UGA pour cette première journée. En effet, donc Véronique vous l'a dit, nous aurons 3 journées, voire une 4e même, un gros colloque dans le cadre du GIS Sociabilité dont certains ont entendu parler. Mais là, c'est vraiment donc une première journée, c'est la 4 Pléiade Lucie qui donc organisons cette série de petites conférences qui sont plutôt perçues comme des groupes de travail qui allons finalement, nous espérons, faire de belles publications, parce que c'est ça qui compte aussi pour que ça reste, pouvoir échanger et aussi évoluer dans notre réflexion sur les voyages à l'époque moderne, alors dans le sens le plus large du terme, parce qu'on commence en 1600, on s'arrête avant l'ère du tourisme de masse,
Je vous en parlerai un peu plus précisément dans quelques secondes. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore suffisamment exploré. C'est une belle occasion de le faire à travers ces journées d'études. Nous commençons donc aujourd'hui à Grenoble. J'espère que vous aurez plein de belles choses à entendre et à dire, à partager. Je salue tous les collègues et étudiants qui sont en ligne et que je vois. Pléiade est représentée aussi. Pléiade est donc très fière d'être parmi vous toute la journée, pour les 3 prochaines journées. Profitez bien et je laisse la parole à Gilles. Eh bien, je serai très rapide moi aussi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour vous qui êtes parmi nous et pour tous ceux qui sont en ligne également. Donc, je dis un petit mot au nom du LUCI, qui est le laboratoire qui rassemble les historiens de l'art et les italianistes du pôle grenoblois. Donc, LUCI, ça signifie, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, Laboratoire universitaire d'histoire, culture, Italie, Europe. Et nous avons dans le cadre de ce laboratoire, et donc issu de la fusion de 2 laboratoires précédents qui recoupent donc les historiens et les italianistes du campus, à cœur effectivement de traiter de cette thématique des voyages. Alors, nous avons ici d'éminents représentants qui sont des spécialistes de la culture du voyage. Gilles Bertrand, pour ne pas le nommer, qui est devant nous, Sylvain Venère également pour la période plus contemporaine. Je travaille moi-même dans le cadre d'une HDR sur le voyage, donc je suis très content de cette journée intervienne en cette année 2023. Une journée qui s'inscrit tout à fait dans les axes évidemment de notre laboratoire. Je pense évidemment à l'axe 1 sur les transferts, les circulations, les frontières, mais aussi l'axe 3 que je co-dirige qui s'intéresse au rapport entre savoir, culture et croyance. Et voilà, à ce titre, j'espère que nous aurons aussi de bons et fructueux échanges. Et je laisse la parole maintenant à la 3e représentante de notre partenariat, qui est Marion, peut-être. Oui, alors non, en fait, du coup, merci. Philippe, qui veut dire peut-être un petit mot, je ne sais pas. Ravi d'être là avec vous dans un lieu qui me rappelle tant de bons souvenirs. On va vous faire une brève introduction, voilà, et puis ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet en écoutant les collègues. Philippe, si tu veux peut-être qu'on s'installe. Oui. Voilà, donc j'espère déjà que vous nous entendez bien dans la salle. Pas vu de micro, je pense qu'on a la voix qui porte bien. Voilà. Bien, donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc l'équipe des organisateurs de la journée sur les voyageurs européens en Europe, perception, confrontation, représentation 1600-1840, est ravie de vous accueillir aujourd'hui à la MSH Alpes, l'Université Grenoble. Cette journée, en fait, comme il a été indiqué précédemment par mes collègues, est la première d'une série de 3 journées d'études sur le thème des voyageurs européens à travers le monde, organisée donc par les laboratoires de l'INSEA 4, de Lucie et de Pléiade. Et elle s'inscrit également, comme l'a souligné Sabrina auparavant, dans les activités de l'axe 4 du GIS Sociabilité au long XVIIIe siècle, axe qui s'intitule Sociabilité et voyage. En guise d'introduction donc très brève, nous vous proposons tout d'abord de revenir sur la définition du concept de voyage qui va être au cœur des communications présentées aujourd'hui. Nous expliciterons ensuite les bornes chronologiques qui ont été retenues et nous terminerons en présentant les principaux objectifs de cette journée d'études en lien avec les avancées historiographiques des 2 dernières décennies. Et pour commencer justement à définir un peu plus précisément, enfin à cerner un peu plus précisément la notion centrale de voyage qui est au cœur de cette journée, il nous a semblé logique d'évoquer Daniel Roche, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui a tellement fait pour l'histoire culturelle et notamment l'histoire du voyage, en citant un passage de l'introduction d'un ouvrage qui s'appelle Les Circulations. Alors, la première édition s'appelait Humeur vagabonde, et c'est un ouvrage qui a été réédité en 2010 sous le titre Les Circulations dans l'Europe moderne, et entre autres considérations, Daniel Roche définit notamment les notions de voyage, de mobilité, et il dit, je cite, pour parler justement de la question des mobilités au XVIIIe siècle. C'est essentiellement pour le XVIIIe siècle que porte la citation que je vais donner. Donc, je cite, d'une part, le progrès de la connaissance par la mobilité et le voyage dicte le relativisme des mœurs et des institutions. Il contribue alors à l'érosion des valeurs politiques et morales. D'autre part, et en même temps, se diffuse l'idéal de la connaissance par l'expérience, la collecte des faits et l'enquête sur les hommes et les choses. Cet idéal se substitue à l'autorité des auteurs et aux subtilités des raisonneurs. Enfin, l'essor des mouvements, comme celui de leurs relations communes, au sens des relations de voyage, car imprimés, confrontent leurs préjugés, balisent le cosmopolitisme
en posant à tous la question du lien entre l'identité et la localisation, l'accueil et l'hospitalité, le don et l'économie, le rejet et le contrôle de l'étranger. Et on pourrait légitimement se poser la question se demander dans quelle mesure cette définition s'applique finalement à la période, par exemple, qui précède le XVIIIe siècle, puisque Sabrina vous l'a dit, c'est en fait sur une assez longue période qui couvre tout le XVIIe et un long XVIIIe siècle que porte cette journée d'études. Et donc, peut-être les contributions, nous espérons que les contributions que nous allons entendre aujourd'hui vont permettre d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Alors oui, donc dans le cadre de ce cycle de journée d'études, dans la première année aujourd'hui, nous avons fait le choix de retenir donc la période allant de 1600 à 1840, qui constitue une étape charnière dans les pratiques de voyage et le développement du tourisme de masse, avec l'apparition des premiers voyages de groupe organisés par l'anglais Thomas Cook au début des années 1840, ce qui marque un peu la fin de la période qui nous intéresse. Comme nous aurons l'occasion de le constater grâce aux communications présentées autour de cette première journée d'études, ce furent la pluralité des motifs et des pratiques de voyage, ainsi que la diversité des itinéraires et des profils des voyageurs européens, qui caractérisèrent les voyages en Europe entre le XVIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Ainsi, parmi les voyageurs auxquels nous nous intéressons aujourd'hui, Lucien Grillet nous présentera un mercenaire écossais qui partit à la découverte de l'Europe du Nord au cours du XVIIe siècle. Stanis Perez nous parlera du médecin et naturaliste anglais Martin Lister, qui se rendit à Paris à la fin du XVIIe siècle et publia A Journey to Paris in the year 1698, ouvrage dans lequel il relate son séjour parisien. C'est un autre scientifique, un géologue français du nom de Barthélemy Faujas de Saint-Fond, que sera consacrée au début d'après-midi la communication de Guillaume Comparato. Lorsqu'on parle de voyage au XVIIIe et au XIXe siècle, on pense aussi aux artistes qui furent nombreux à se rendre en Italie, pas seulement, à l'image de Joseph Mallard William Turner, qui effectua plusieurs voyages sur le continent et qui sera l'objet de la communication du professeur Benjamin McDonald. Voilà, donc c'est d'ailleurs une œuvre, je vois que nous avons oublié de projeter notre petite diapositive de présentation. Voilà, donc c'est d'ailleurs une œuvre de Turner intitulée Le Pont du Diable au Saint-Gothard, datant de 1803-1804, que nous avons choisi pour illustrer l'affiche et le programme de cette journée d'études. Ce tableau nous semblait intéressant à plusieurs titres. Il s'agit donc tout d'abord d'un témoignage de l'un des plus éminents peintres européens du XIXe siècle. On note ici l'influence de l'esthétique du sublime, Grenoble, J. les voyageurs européens et Prudent. Voilà, celui-ci. Merci. Voilà, donc on note ici sur cette œuvre l'influence de l'esthétique du sublime, alors en vogue au début du XIXe siècle, et qui influença la manière dont les artistes et les voyageurs perçurent les paysages. Cette œuvre rappelle aussi les dangers rencontrés lors des voyages, même si au cours de la période étudiée, les conditions matérielles des voyages s'améliorèrent considérablement et facilitèrent les déplacements. Le pont que l'on voit au premier plan du tableau de Turner peut être perçu comme le symbole des liens entre les cultures. Le pont, c'est aussi un passage vers l'âge adulte. Après avoir été exposé à d'autres cultures, d'autres pratiques de sociabilité, le jeune voyageur entre véritablement dans l'âge adulte lors de son retour à son pays natal. C'est sur la manière dont les voyageurs britanniques et allemands perçurent et représentèrent les pratiques de sociabilité des salonnières parisiennes au temps du consulat que se concentrera l'attention de Véronique Léonard-Roch dans sa présentation donc aujourd'hui. Au-delà de ses fonctions formatives, sociales et culturelles, le voyage occupait une place majeure dans les sociétés européennes, non seulement parce qu'il servait à rapprocher les différentes cultures des nations européennes, mais aussi parce qu'il contribuait à forger ou à renforcer des identités culturelles bien distinctes. Malheureusement, nous avions une communication prévue aujourd'hui par Nathalie Henley Smith qui devait se pencher sur la question. Malheureusement, celle-ci a été contrainte d'annuler la présentation. Mais cette question-là sera très certainement abordée dans les communications présentées aujourd'hui. Le voyage entre le XVIIe siècle et 1840 et le Grand Tour, plus particulièrement, a fait l'objet de nombreuses publications ces 40 dernières années. Ainsi, en France, les travaux des professeurs Jean Boutier et Gilles Bertrand ont apporté un éclairage nouveau sur le voyage en Italie et notamment sur les pratiques de sociabilité et de mobilité des voyageurs dans la péninsule et également à l'échelle européenne. En Grande-Bretagne, depuis les années 1980, le Grand Tour intéresse particulièrement les historiens tels que Christopher Hibbert et Jeremy Black.
Le professeur Black a même consacré 3 ouvrages à cette thématique, intitulés The British and the Grand Tour, datant de 1985, The British Abroad, The Grand Tour in the 18th Century, datant de 1992, et Italy and the Grand Tour, 2003. Ces analyses se concentrent largement sur la dimension matérielle de l'expérience du voyage. Plus récemment, en 2012, le professeur Rosemary Sweet, qui fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, a publié Cities and the Grand Tour, désormais une référence sur le sujet. Dans cet ouvrage, elle analyse et compare les expériences différenciées des voyageurs britanniques dans les grandes villes de la péninsule italienne. Les universitaires italiens, à l'instar d'Attilio Brilli, ont aussi beaucoup contribué à faire avancer les recherches sur le phénomène du Grand Tour. Si le Grand Tour était une motivation centrale au cours du long XVIIIe siècle, il ne fut pas le seul motif de voyage à cette époque, ainsi que l'ont démontré le professeur Rosemary Sweet, Gerrit Verhoeven et Sarah Goldsmith dans leur ouvrage intitulé Beyond the Grand Tour, Northern Metropolises and Early Modern Travel Behavior, publié en 2017. Sarah Goldsmith, de manière plus personnelle, a récemment analysé l'expérience du Grand Tour au prisme du genre, exploitant sa contribution à la construction de la masculinité pour les membres des élites britanniques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les communications de Marie Mossé, qui sera avec nous donc à distance, Rosemary Sweet et Gilles Bertrand, vont mettre en évidence la multiplicité des itinéraires, les amenant parfois jusqu'aux confins de l'Europe, nous irons jusqu'en Islande aujourd'hui, et la popularité donc, de certaines destinations, y compris les itinéraires, si je peux utiliser cette expression, off the beaten track. Voilà. Merci et donc bonne journée à toutes et à tous. Peut-être une petite précision et continuer dans l'organisation. Chaque intervention, comme la séance, la journée est enregistrée, il faudrait que les communicants précisent et voient qu'ils sont d'accord pour être enregistrés. Voilà. Lucien, vous voulez enregistrer? Ok. Je te laisse installer. On va bien voir la caméra si tu es d'accord pour être pour prêter serment. Oui, j'allais dire, voilà, tu vas prêter serment, tu es d'accord? Alors, le temps que tu t'installes, donc, Lucien Crier est agrégé d'histoire et enseignant au lycée Léopold Sédar Senghor à Évreux. Il est actuellement donc, étudiant en doctorat en histoire moderne au sein du laboratoire, je ne suis pas sûre de bien prononcer, d'accord, à l'école doctorale Normandie Humanité de Rouen, et il prépare actuellement sa thèse sous la direction donc, de Stéphane Hafmeyer. Par contre, tu ne m'as pas donné le titre de ta thèse. Ta thèse s'intitule? C'est sur la future politique du Covenant des années 1560 aux années 1690. Voilà, donc les champs de recherche privilégiés de Lucien donc, sont l'histoire politique et culturelle de l'Écosse des années 1560 jusqu'aux années 1690, ainsi que les enjeux mémoriels liés notamment à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre, il a déjà publié 3 ouvrages et réalisé une exposition itinérante de 33 panneaux qu'il a réalisés avec des élèves. Non, donc je te laisse la parole. Oui, c'est le dernier. Ouais. Oui, non, c'est bien. Alors, si vous voulez, d'accord, merci. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être là. Je remercie vivement notamment Sabrina et Marion d'avoir organisé tout ça et de m'avoir permis de faire cette communication. C'est avec grand plaisir que je vous présente Sir James Turner, un des autres Turner de la journée. Peut-être pas celui que vous retiendrez, mais moi j'ai croisé Sir James Turner dans mes recherches de master il y a une vingtaine d'années, et c'est un personnage qui m'a intrigué, et donc je remercie également l'opportunité qui m'est donnée d'avoir pu faire un petit peu le point sur ce personnage, parce qu'à travers les sources, on perçoit aussi cette personnalité, et on va voir dans quelle mesure elle nous permet effectivement d'envisager ce que ça veut dire que de voyager pour un Écossais qui est de plus un mercenaire.
Alors, son titre, c'est Sir James Turner, mais il est anobli que dans la seconde partie de sa carrière, sous la Restauration, après 1660. Alors, ce Turner-là n'est ni un poète, ni un humaniste, c'est donc un soldat et même un mercenaire. Il n'est pas rare que des Écossais s'engagent dans l'armée. C'est le cas, par exemple, de George Buchanan au XVIe siècle, un grand humaniste. On sait peu qu'il a essayé de faire carrière dans l'armée et que c'est pour des raisons de santé qu'il est revenu à ses charges d'études, en quelque sorte. Pour Sir James Turner, c'est un peu l'inverse. Il a commencé ses études et en fait, il ne voulait pas étudier. Il a suivi un petit peu les recommandations de son père et de son grand-père, mais à un moment donné, il a bifurqué et est devenu un soldat professionnel. Ce qui est intriguant également avec Sir James Turner, c'est que, vous voyez, c'est les dates de sa vie, hein, son parcours de 1615 à 1686. Donc, il a traversé tout ce XVIIe siècle qu'on a parfois appelé le siècle de fer, un siècle dans lequel l'Europe est souvent à peu et à sans vouloir exagérer, en tout cas qui est marqué très fortement par les tensions religieuses, les tensions politiques, en particulier la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Dans ce contexte-là, pour un Écossais, qu'est-ce que ça veut dire que s'engager? Est-ce qu'il s'engage dans l'armée écossaise? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il s'engage dans l'armée d'Angleterre? Parce qu'il y a l'union des couronnes à partir de 1603. Non, il n'y a pas d'armée permanente en Angleterre. C'est le système des milices. Autrement dit, pour Turner, être militaire, être soldat, ça veut dire quitter les îles britanniques et s'engager sur le continent. Ce n'est encore pas, je répète, ce n'est pas une innovation. De nombreux Écossais cherchent soit à faire carrière, soit à survivre, parfois, soit l'aventure en quittant l'Écosse. Et c'est exactement le cas de Turner. Alors, comment est-ce qu'on peut retracer son parcours? Vous voyez ici sur cette diapositive un portrait qui a été fait à la fin de sa vie. Au milieu, la photographie d'un manuscrit à la National Library of Scotland, qui n'est pas le manuscrit de ses mémoires-là. Les mémoires qu'il a écrites n'ont pas été écrites d'une traite. Il les a écrits tout au long de sa vie, mais c'est surtout pendant la guerre, les guerres civiles anglaises, alors qu'il était prisonnier, qu'il a eu le loisir, c'est vraiment ça, c'est comme ça aussi qu'il en parle, qu'il a eu le loisir de se pencher sur son expérience passée et sur ce que ça lui a apporté. Donc, on va essayer de s'appuyer sur ces mémoires-là. Là, la photographie qu'on voit au milieu, il s'agit d'un autre ouvrage, parce qu'en fait, Turner est quelqu'un qui a écrit de nombreux ouvrages, pamphlets, et qui se pique d'être un penseur, notamment sur la chose militaire, mais aussi sur la chose politique. Et là, il s'agit d'un ouvrage qu'il a publié à la fin de sa vie, en 1683, et dans lequel il est surpris de l'importance qu'a pris la pensée de Buchanan dans l'Écosse des années 1640. Déjà une influence justement de ces péripéties, de ces voyages, puisqu'il avait quitté l'Écosse, et quand il y revient, il est très surpris de voir cette influence-là. Donc Turner voyageur, il peut le faire parce que l'Europe est peut-être plus accessible au XVIIe siècle. On le sait, le grand siècle de la découverte de l'Europe et de cette république des lettres, c'est le XVIe siècle, c'est l'humanisme. Qu'en est-il pour Turner au XVIIe siècle? Eh bien pour lui, il n'y a pas de problème à quitter l'Écosse. Ce qui m'avait surpris il y a une vingtaine d'années, quand je découvrais les sujets sur la logistique de l'armée écossaise, c'était à quel point l'Écosse était connectée au continent, plus qu'aux îles britanniques quasiment, notamment par les courants maritimes. Et c'est exactement comme ça que Turner va se déplacer la plupart du temps. Mais pas seulement, puisqu'en tant que mercenaire, vous l'avez vu sur la première image, on se déplace la plupart du temps à pied. Alors, du point de vue de l'historiographie, il n'y a pas grand-chose sur lequel, pas beaucoup de recherches sur lesquelles s'appuyer pour envisager ce cas de ces soldats qui s'engagent et qui seraient des voyageurs. C'est un petit peu
étonnant comme point de départ. En plus, c'est la première communication et c'est un paradoxe, puisqu'il ne part pas pour faire du tourisme, il ne part pas pour découvrir, par exemple, comme John Dury dans les années 1640, pour essayer de... Il ne défend pas une cause, Turner. Vous voyez, il n'essaie pas de rencontrer des gens pour créer des réseaux. Non, il part vraiment par intérêt personnel. C'est en tout cas comme ce qu'il écrit dans les premières pages de ses mémoires, c'est qu'il a envie de découvrir le monde. Il ne supporte plus de rester sur les bancs de l'université de Glasgow. Il ne veut pas prendre la suite de son père qui était pasteur. Il veut s'émanciper et surtout, il veut, et en tout cas c'est ce qu'il écrit, on sait bien qu'il faut prendre parfois ce qui est écrit dans les mémoires avec beaucoup de recul, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est comme ça qu'on le découvre, il dit qu'il veut comprendre le monde et notamment les enjeux politiques et religieux qui font que, justement, l'Europe est à feu et à sang dans les années 1620-1630. Vous voyez, on a vu les dates tout à l'heure, il est né en 1615 et à 17 ans, il quitte l'Écosse. Donc, l'historiographie, je vous disais, par rapport à ces sujets-là, et surtout en ce moment en Écosse, on dit, marquée par les travaux de Steve Murdoch et d'Alexia Grosjean, qui ont fait un travail notamment très intéressant il y a quelques années sur l'itinéraire de certains commandants de l'armée écossaise, comme Alexandre Leslie, qui ont beaucoup servi dans l'armée suédoise notamment. C'est surtout les relations entre l'Écosse, la Suède, ou l'Écosse et les Provinces-Unies au XVIIe siècle que Steve Murdoch et Alexia Grosjean ont envisagé. En France, on s'intéresse souvent, enfin, les historiens, quand ils s'y sont intéressés, ont souvent essayé de voir ce qu'il y avait derrière cette histoire de garde française-écossaise. Vous voyez, la garde écossaise qui sert le roi de France. Elle est à cheval sur plusieurs périodes, le Moyen-Âge et l'époque moderne, donc ça n'a pas facilité peut-être les études synthétiques, de synthèse. En ce qui me concerne, je n'ai pas la prétention de dire que ce qui va être évoqué ici est particulièrement original. L'originalité, c'est la source, c'est-à-dire de voir ce que les mémoires de Turner nous permettent éventuellement d'apporter sur cette vision de ces Européens qui se déplacent. Et encore une fois, peut-être naïvement, j'étais très surpris de voir à quel point ils se déplacent, malgré les risques, les difficultés et les temporalités qui ne sont pas les nôtres, évidemment. Je vous propose donc de voir dans quel... D'abord, pourquoi Turner s'engage. Et s'engager, ça veut dire partir. Donc, c'est forcément voyager. Pourquoi il s'engage? Qu'est-ce qu'il veut découvrir? Comment va-t-il le découvrir? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Est-ce que vraiment il va comprendre quelque chose? Est-ce que ça va le changer, ses expériences de voyage? Et enfin, il écrit aussi qu'il veut agir sur le monde, qu'il veut être un acteur, notamment dans les guerres. Est-ce qu'il a été un acteur déterminant? Est-ce qu'il a remporté des grandes batailles? Nous verrons tout cela. Et nous verrons aussi dans quelle mesure cette expérience très individuelle, presque individualiste à l'origine, peut devenir une expérience collective. Bon, c'est juste une suggestion, on verra bien. Alors, je commence par voir un petit peu comment, à travers Turner, on voit que partir se battre en Europe, c'est une expérience particulière du voyage. Et je commence par un contre-pied, en quelque sorte, c'est-à-dire une citation qui dit exactement l'inverse des raisons pour lesquelles Turner, lui, s'engage. C'est une citation d'un ouvrage qui est connu en France. C'est un ouvrage de fiction, mais qui a été écrit par un Allemand qui a vécu la guerre de 30 ans, qui en a souffert, qui a dû voyager parce qu'il était réfugié, en fait. Ça n'existe pas, le statut, bien sûr, au XVIIe siècle, mais il a été amené à se déplacer en permanence. Voilà, je suis né dans le feu comme le phénix, c'est la guerre. J'ai volé à travers les airs, mais je ne me suis pas perdu. J'ai voyagé sur l'eau, j'ai voyagé sur la terre, ça nous parle. Au cours de ces pérégrinations, j'ai connu des choses qui m'ont souvent attristé et rarement plu. On retrouvera ça chez Turner. Je l'ai mis dans ce livre afin que le lecteur, tout comme moi, puisse se libérer de la folie et vivre en paix. On verra en conclusion si pour Turner, il y a cette volonté aussi de partager. Ces mémoires n'ont pas été publiées de son vivant, elles n'ont été publiées qu'au XIXe siècle, mais est-ce que quand il écrit, est-ce que dans ses autres écrits, Turner essaie de faire passer des messages de paix,
de morale, de philosophie? Est-ce qu'il veut changer le monde aussi par ses écrits, par exemple? Alors, il s'engage d'abord pour combattre. Et en cela, Turner est un Écossais un peu comme un autre, mais pas un Écossais comme les perçoivent les Européens. Voilà une des rares gravures qui nous permet de voir un peu à quoi ressemblaient ces mercenaires écossais au XVIIe siècle. C'est une gravure de 1631, et il s'agit bien évidemment de Highlanders. Vous remarquerez la confusion qu'il y a souvent entre les Irlandais et les Écossais des Highlands. On le voit dans le titre ici en allemand. Turner, lui, ne porte vraisemblablement pas le kit. C'est un Écossais des Lowlands. Il est né à côté d'Édimbourg. Il est resté dans les Lowlands l'essentiel de sa vie avant de s'engager, en tout cas. D'autre part, les Écossais qu'on voit là sont, alors c'est un peu une caricature, mais la plupart du temps c'est quand même vrai, les Highlanders s'engagent souvent pour survivre, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à nourrir les populations des clans dans les Highlands, donc on cherche l'aventure ailleurs, ou bien c'est parce qu'on a eu trop d'ennuis dans son clan ou en Écosse qu'on cherche à aller ailleurs. Alors, ce n'est pas le cas de Turner, encore une fois. Il s'engage vraiment parce qu'il veut vivre une expérience qu'il décide lui-même. Il s'émancipe. S'émanciper au XVIIe siècle, c'est quand même une démarche individuelle assez étonnante. Alors, au-delà de l'expérience de partir, de quitter ce qu'il connaît, il y a l'expérience de franchir les distances, de s'affranchir de ces distances également. Il raconte comment il faut prendre le bateau et il n'a jamais de mal à prendre des bateaux. Ce n'est pas un problème. Et il s'adapte, même quand c'est un bateau qui n'est pas vraiment pour prendre des voyageurs. En revanche, des fois, il choisit. Il préfère attendre plutôt que de voyager avec tel type d'équipage, par exemple. Il évoque rarement le voyage à pied. Il ne parle pas de la fatigue des distances. Il se contente dans les premières pages, c'est avant même la page 10, de dire qu'en quelques mois, il a compris que l'image qu'on se fait et qu'il se faisait du soldat, c'était une image largement fantasmée. Et qu'il est très vite rattrapé par la dure réalité. En fait, il n'a même pas le temps d'aller sur le champ de bataille, qu'il tombe malade, et il est plusieurs semaines alité en Suède, parce qu'en fait, il n'était pas familier du régime alimentaire, il est très surpris de la richesse qu'il trouve en Suède, j'en reparlerai, et notamment de la richesse de ce qui est de l'alimentation. Donc, il parle de fruits, de légumes. Apparemment, il en a fait son régal, mais il l'a payé cher puisqu'il est resté plusieurs semaines malade en Suède. Ça ne l'a pas découragé. Il arrive en ce qu'il appelle Germany, le Saint-Empire romain germanique, déchiré entre les compétitions entre la Suède, notamment le Danemark. Vous connaissez un petit peu probablement ces jeux géopolitiques. Il trouve très vite ses marques, il s'est engagé dans l'armée suédoise, comme beaucoup d'Écossais protestants à cette époque-là, des catholiques aussi, mais ce n'est pas le sujet ici. En tout cas, il rentre dans cette catégorie-là. Il va un petit peu avec le flux principal des Écossais. Et il apprend donc à devenir soldat. Ce qui est étonnant, c'est que comme il a une éducation, il a quand même été un Master of Arts de Glasgow, et puis qu'il a écrit ses mémoires en prison où il a eu la chance qu'on lui permette de consulter des livres. Il s'entendait très bien avec le commandant de la prison. Donc, il cite Erasme ou il cite Cicéron sur les leçons qu'on peut tirer de l'expérience. Par exemple, l'habitude devient une seconde nature quand on est soldat. Si on ne s'habitue pas, on meurt. Il faut survivre, il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et il dit ensuite, plus tard, dans les années... donc il a ses premières expériences dans les années 1630, au début 1632, 1633. Et là, il tombe plusieurs fois malade. Il tombe à nouveau malade dans le Saint-Empire romain germanique au cours d'une campagne. Mais il dit que très vite, ensuite, dans les années 1640, 1650, il est devenu blindé, si j'ose dire. Plus rien ne le touche. Il est devenu aguerri, aux conditions de vie, en tout cas, des soldats. Qu'est-ce qu'il aime dans ce métier? Il aime s'occuper de ces hommes. Très vite, il devient officier. Il devient officier vraisemblablement par mérite. Il ne revient pas vraiment sur ses faits d'armes. Mais en devenant officier, il peut choisir, en fait,
les hommes avec lesquels il travaille, les hommes qu'il commande. Il peut aussi parfois avoir le luxe de se disputer avec d'autres officiers pour défendre son point de vue. Ça peut vouloir dire décider d'aller à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest. Ou bien, quand il n'est pas content, et là je ne parle pas que des années 1630, mais de l'ensemble de sa carrière, quand il n'est pas content, il change tout simplement de maître. Il va servir un autre État. Ça arrive surtout quand il y a des problèmes de paye ou quand il va se plaindre parce qu'il ne monte pas suffisamment en grade, mais ça arrive aussi pour d'autres raisons. Donc James Turner, avant de devenir noble, parce qu'à ce moment-là, il n'a plus beaucoup bougé, a servi donc la Suède, le Danemark, le duc de Suède de Saxe, qui a à un moment servi la couronne de France, les Covenanters, le gouvernement rebelle à partir de 1642. C'est à ce moment-là que Turner sert l'armée des Covenanters, et également Charles II, qu'il retrouve en exil et qu'il servira après la Restauration. Alors, Turner s'engage en fait, on l'a bien dit, pour des idéaux d'abord, pardon, pas pour des idéaux, excusez-moi, mais pour satisfaire d'abord un besoin personnel, une vision du monde personnel. J'avais suivi, sans rechigner, en Germanie, une maxime très périlleuse que les hommes d'armes respectent trop là-bas, qui stipulait que bien que l'on serve son maître fidèlement, qu'importe quel maître on servait, donc sans tenir compte de la justice de la querelle, ni du respect pour le prince ou le pays. Ainsi, je résolus de m'embarquer sur le premier bateau que je rencontrerai. C'est assez étonnant de voir à quel point, finalement, alors ça c'est au moment où Turner revient en Angleterre, il était au courant de la révolte qui a commencé en 1638. Ça ne change pas ses plans, il reste se battre sur le continent. En revanche, en 1642, il suit la plupart des Écossais qui rentrent, en tout cas de son régiment, qui rentrent dans les îles britanniques. Et à ce moment-là, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais servir? Est-ce que je sers le roi ou bien est-ce que je sers l'Écosse? Le Covenanter, à ce moment-là, le mouvement est un mouvement national à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'il décide, presque à pile ou face. Le premier bateau qui va m'amener quelque part, je le prends et donc je servirai soit l'un soit l'autre. Il se trouve qu'il est parti pour Édimbourg et qu'il a servi les Covenanters, alors que dans ses mémoires, on voit bien que ça ne lui plaît pas. Alors, est-ce que ça ne lui plaît pas parce qu'effectivement, ça ne lui plaît pas, ou bien parce que comme il est en prison, quand il écrit ses lignes, il essaye peut-être d'amadouer éventuellement les personnes avec lesquelles par qui il a été fait prisonnier. Ça, on peut l'analyser, mais je ne vais pas développer ici, ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va là où le vent le porte, il peut servir n'importe qui et surtout, il peut aller n'importe où. Donc là, sa vie bascule parce qu'il va servir le gouvernement des Covenanters, il se retrouve dans l'armée qui sert en Irlande, et là, il est choqué parce qu'il y trouve, voilà un petit peu le parcours de Turner, vous voyez, le rectangle bleu, c'est là où il a passé l'essentiel de sa vie, en tant que soldat, officier. Et vous voyez en rouge Moscou et la Perse, parce que ça, c'est une expérience qu'il n'a pas eue. C'est-à-dire qu'il espérait, quand il était sur le continent, qu'une expédition soit montée pour la Perse, financée par Moscou, et puis il y a eu toute une série de rebondissements qui ont fait que l'expédition a échoué, et donc il se rabat un peu piteusement sur l'Irlande. Et c'est au moment où il est en Irlande qu'il découvre la violence. La violence de la guerre civile en Irlande. Ici, il s'agit d'une image qui correspond à un événement auquel il n'a pas directement assisté, mais lui a assisté à exactement la même chose dans la ville nord-irlandaise aujourd'hui de Newry. Et en fait, c'est dans cette ville, là encore, il est déstabilisant ce personnage parce qu'il témoigne des massacres auxquels il assiste. On jette des civils dans les rivières, on assassine hommes, femmes, enfants. Mais c'est là qu'il trouve son épouse, qui est une catholique. Donc, c'est décidément, on voit bien qu'il n'a pas de conviction et que ce qui l'intéresse, il parle souvent des femmes dans ses mémoires, et là, ils tombent vraisemblablement mutuellement amoureux parce qu'ils vont se suivre jusqu'à la fin de leur vie, et elle va le suivre. Parfois, il la fait venir
par exemple en France, dans les Provinces-Unies, en Écosse ou en Angleterre. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que quand il a besoin de partir, de quitter son régiment pour raison personnelle, il le fait. Soit pour la mort de son père, alors qu'il n'était pas encore très haut gradé, ou bien quand il était en service en Irlande ou en Écosse, sa femme est tombée malade à Glasgow, 2 fois 3 semaines, il quitte son régiment, et donc apparemment, il a un certain prestige, il a aussi décidément envie de faire ce qui lui plaît. Donc ses mémoires sont bien on y retrouve des récits de voyage, on y retrouve les témoignages de ces violences, les violences de la guerre de 30 ans, davantage celles de l'Irlande qui l'ont apparemment davantage marqué. Mais quand il voyage, il est aussi admiratif. Je vous ai parlé de son admiration pour la Suède, qui était un petit peu à la mode dans les années 1630-1640 en Écosse. Et quand il arrive à Stockholm, il est fasciné par cette ville. Il décrit le château et le fait que ce soit des châteaux, un château en particulier le marque, mais il parle des châteaux qui sont construits par les généraux grâce au butin qu'ils ont rapporté des guerres de 30 ans. Il n'est évidemment pas dupe de la provenance de ces richesses. Il ne fait pas la morale pour autant, hein, il comprend très bien, ça ne le gêne pas. Alors, ces voyages lui permettent donc, vous voyez, de naviguer, naviguer, c'est le cas de le dire, au propre comme au figuré, de se déplacer, mais également de découvrir des nouveaux territoires, mais aussi de gagner de l'expérience et de pouvoir... alors, il ne refuse presque jamais les ordres. Parfois, il dit qu'il n'est pas d'accord avec des massacres ou bien qu'il refuse... qu'il conteste la hiérarchie militaire, notamment en Irlande. À ce moment-là, il ne part pas. Là, ce qu'il décide de faire, c'est d'aller se plaindre, de porter une pétition en Écosse. Et puis, quand ça ne marche pas en Écosse, il essaie de trouver le général de l'armée qui se trouve en Angleterre. Donc, on le retrouve à nouveau, qui est un véritable... on retrouve ses pérégrinations au moment des guerres civiles dans les îles britanniques. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est jamais blessé au combat. En revanche, la seule fois où il est blessé, il le raconte, c'est parce qu'il avait trop bu et qu'il s'est disputé avec quelqu'un qui lui manquait de respect. Et là, après, il fait une petite morale quand même sur le fait que quand on est soldat, il faut faire attention à ce qu'on boit et comment on se réveille le lendemain matin. Parce qu'il se réveille avec une main il a failli perdre en fait plusieurs doigts de sa main. Donc, au cours à travers ce parcours, vous voyez, je pense qu'on perçoit ce que cette source peut apporter. Si on l'étudiait, s'il y avait plus de temps pour l'analyser, pour la recouper avec d'autres informations, on pourrait avoir cette sensibilité à la fois individuelle et collective. L'individu dans un régiment, un Écossais par rapport à l'ensemble des Écossais. Ici, c'est difficile de savoir si les voyages l'ont transformé. Ils lui ont apporté sa carrière, il a fait preuve d'opportunisme, il s'est marié, il est très heureux vraisemblablement avec sa femme. Son regard sur son expérience est nuancé. Il a une grande fierté de servir. Il est content de ce qu'il a fait, mais il voit bien que la guerre, c'est quelque chose de terrible. Ceci dit, dans son ouvrage pseudo-philosophique sur l'apport de Buchanan, sur l'influence de Buchanan en Écosse, il dit bien que pour lui, arrêter la guerre n'a aucun sens. Être soldat, c'est un art, l'art militaire. Et pour terminer, c'est pour ça qu'il est surtout connu dans l'historiographie, c'est pour la publication du Pallas Armata, qui est un ouvrage sur comment faire la guerre depuis les Romains jusqu'au XVIIe siècle. C'est donc un Écossais, Turner, qui parcourt une partie de l'Europe, vous voyez l'Europe du Nord, pas partout évidemment, mais en fonction de là où le vent le porte ou bien son ambition. Une expérience qui est donc très différente, comme je le disais, de, par exemple, John Dury, qui lui cherchait vraiment à défendre une cause. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Bonne question.
Tu peux rester là si tu veux. Oui. Alors, je vais accueillir à distance mon cher Stanis Pérez, qui est de toutes nos grandes aventures de recherche. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour Stanis, tu es prêt? Bon, on t'entend, nous t'entendons. Parfait. Parfait. Écoute, Stanis, donc je sais que tu as des obligations un petit peu plus tard, donc on surveille l'heure, on a pris un peu de retard, j'en suis absolument désolée. J'espère que ça va quand même. Je te fais une rapide présentation de toi, quand même, parce qu'on te connaît en grande partie, enfin, c'est nombreux à te connaître, mais pas tous. Donc, Stanis Pérez est agrégé d'histoire, géographie et co-directeur de l'axe de recherche Corps, Santé et Société à la MSH Paris-Nord. Il est membre du laboratoire Pléiade et titulaire d'une HDR en histoire moderne à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Stanis est un spécialiste, notre spécialiste de l'histoire du corps, de la santé, des savoirs médicaux, essentiellement à l'époque moderne. Nous le connaissons pour le corps du roi Louis XIV. Je vois les visages, si tu voyais Stanis, tout le monde hoche la tête, mais oui, ton corps du roi, donc tu nous amènes de la cour de Louis XIV à la cour de Catherine II de Russie, souvent à travers tes recherches, surtout les dernières. Bon, tu nous as beaucoup parlé de la Covid aussi et des épidémies à travers le temps. Donc, l'histoire de la santé, bien évidemment, et tu nous fais à chaque fois voyager. Alors, tu t'intéresses aussi également à l'éthique médicale, tu as la fondation Foch Hôpital de Suresnes, à l'histoire des représentations autour du sang, tu as une LR. Tu collabores à de nombreux projets dans ce domaine et je t'en remercie parce qu'une partie de ces projets est à nos côtés. Je pense à Sarah qui est peut-être même connectée. Bonjour Sarah, si tu l'es. Donc, c'est toujours un énorme plaisir, évidemment, que de t'avoir à nos côtés. Et enfin, donc, tes dernières publications, je les ai rapidement mentionnées, sont consacrées au statut politique et symbolique du corps des rois et des reines du Moyen-Âge à la période contemporaine, mais également au rapport de force insinué par les arts et la pensée à l'âge classique. Tu as publié très récemment Le fil d'Ariane, Ligne et pouvoir à l'âge classique chez Millon en 2021. Tu as beaucoup de choses en préparation. Je pense à La Cité malade que nous allons bientôt sortir, que nous regardons en ce moment. Écoute, Stanis, fais-nous voyager. Je te laisse la parole avec ton médecin voyageur. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sabrina. Bonjour à tout le monde. Je suis désolé de ne pas être présent avec vous. Je suis présent au moins en image, en son et en esprit. C'est sans doute le plus important. Alors, je vais vous parler donc de Martin Lister dans une communication que j'ai intitulée « Les tribulations savantes d'un médecin en 1698, Lister in Paris ». Je vais essayer de partager mon écran. Ça devrait fonctionner normalement. Alors, hop. Alors, voilà, il faudrait activer le partage d'écran, peut-être. Et voilà, le monsieur s'en occupe. OK. Alors. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour nous. C'est bon pour vous. Alors, pour moi, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Parce que je n'ai pas le retour, en fait. Toi. On voit toujours, c'est toujours moi qu'on voit? Oui. C'est pas l'objectif. Alors. L'écran, c'est pourtant, c'est autorisé. Alors, c'est moi qui dois. Bizarre. Normalement, partage d'écran. Ah voilà, partager. Donc, je pense que c'est ça. Oui, le petit truc vert qui est en Voilà. bas. Ah, Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Lister in Paris, after Emily in Paris. Évidemment, vous avez compris. Enfin, je dis ça. Ah ben, c'est volontaire. Parce que c'était ça quand même, c'était ta blague. Allez, je pense que c'est bon alors. Oui. Bien, alors je débute effectivement avec cette toute petite allusion à cette série, série caricaturale et caricaturée, mais je pense qu'il y a un lien, et vous verrez, il y a un lien en fait.
Voilà. Ce n'est pas que je pense, c'est qu'il y a un lien avec au moins la volonté de caricaturer à un moment donné ce qui a été le texte sans doute le plus important, bien sûr, pour nous aujourd'hui par rapport à ce colloque. C'est un journal de voyage, qu'a rédigé Martin Lister. C'est un naturaliste, médecin et numismate anglais. Il est né en 1638, comme Louis XIV, et il est mort en 1712. Un peu avant Louis XIV. Il fait un premier voyage en Angleterre, en France, en 1668. Il n'a pas laissé beaucoup de traces de ce premier voyage, mais il était tout content, apparemment, de retourner en France 30 ans plus tard, en 1698. Il va y passer donc 6 mois et observer énormément de choses par rapport à la France, mais spécifiquement par rapport à Paris et à l'Île-de-France, puisqu'il va visiter un certain nombre de résidences royales. Je passe donc à ma deuxième diapositive avec une citation tirée de l'épître dédicatoire de Baudelot. Baudelot est un numismate français, bien sûr, membre de l'Académie des inscriptions. C'est un ami de Lister. Lister va le rencontrer et en fait, un an plus tard, suite à des discussions, des conversations d'ordre numismatique, eh bien, Baudelot va laisser cet hommage. Vos lumières, vos recherches, il s'adresse à Lister. Vos lumières, vos recherches et vos découvertes sont en si grand nombre qu'elles ne sauraient manquer de vous faire produire une infinité de choses excellentes. J'ai remarqué dans vos conversations une netteté d'esprit, une variété de connaissances si agréables, qu'on doit tout attendre de ce que vous pouvez faire. Ça, c'est un éloge appuyé. Chacun en conviendra. Il était sans doute mérité. C'est vrai pour un personnage qui avait une curiosité assez exceptionnelle, peut-être de notre point de vue, mais qui correspond aussi, c'est vrai, à ce qu'on va retrouver peut-être davantage au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, c'est-à-dire un intérêt pour les sciences, les arts, la numismatique, la bibliophilie, les coquillages rares, les plantes exotiques, etc., etc. Donc, un esprit extrêmement ouvert et un séjour parisien qui va être le sujet d'un journal donc aussi de voyage, qui sera publié en 1699, Journey to Paris, donc en 1698, par Martin Lister, ouvrage illustré avec quelques planches d'ailleurs d'histoire naturelle. J'y reviendrai rapidement. Alors, en fait, je ne veux absolument pas résumer le contenu de l'ouvrage, qui a été traduit et publié une première fois en français en 1873. Ce qui m'intéresse davantage, c'est un peu à la fois son point de vue et comment ce voyageur qui n'est pas non plus n'importe qui et qui n'arrive pas non plus en France dans n'importe quelle circonstance, comment est-ce qu'en fait il s'est positionné et comment est-ce que le récit livre, je dirais, des stratégies. Voilà, des stratégies avec peut-être un bilan un peu contrasté. Alors, je commence ma première partie, un récit que j'ai qualifié de diplomatiquement correct. Et oui, parce qu'en fait, Lister va accompagner l'ambassadeur d'Angleterre en France, dénommé Bentinck, j'en reparlerai, et c'est fait à cette époque une période assez tendue, voire très tendue, voire très tendue, en fait, entre la France et l'Angleterre. La paix de Ryswick a été signée, mais on est encore dans des histoires de négociations, notamment sur la question de l'Espagne, la succession d'Espagne. Et Lister accompagne donc l'émissaire de la cour anglaise à Paris. Donc c'est au départ un ennemi ou un ancien ennemi qui arrive à Paris, mais qui a plein d'amis. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment le texte, qui prétend ne pas être diplomatique, participe, je crois, quand même d'une volonté de, j'emploierai le terme de rapprochement, mais je ne suis pas satisfait du terme en question. En tout cas, il indique dans l'épître dédicatoire à Lord Somers, qui était, si mes souvenirs sont bons, chancelier, qui était chancelier d'Échiquier, il explique, mais vous connaissez mieux l'anglais que moi et mon accent est absolument affreux, donc je ne vais pas écorcher vos oreilles. Simplement, en substance, il dit que
voilà, il a fait ce voyage. La cour de France est magnifique, mais effectivement, ces relations entre la France et l'Angleterre, elles ont coûté beaucoup de sang et beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'il termine au moins cette phrase. Et cet épître dédicatoire, bien sûr, hein, est dans, comment dire, avant le texte, hein, c'est l'épître de son journal à Paris. Donc, il sait qu'il va quelque part prendre peut-être un peu son public à rebrousse-poil en disant la France est merveilleux, Paris c'est magnifique, mais il sait que le public est anti-français et que par ailleurs, même en termes d'image de ville, mais c'est un autre sujet, on est toujours dans les compétitions. Alors, le point de vue de Lister, par ailleurs, c'est essayer de trouver une forme de juste milieu, ou en tout cas de moyen terme. Et en cela, même s'il dit qu'il ne s'occupe pas d'ambassade, puisque lui-même n'a aucun pouvoir, il n'a aucune prétention politique ou géopolitique, hein, il dit bien, je m'occupe absolument de rien hein, dans ces histoires politiques. Moi, ce que je recherche finalement, c'est la paix et la tranquillité. Un projet pour le moins notable, mais qui reflète quand même l'idée qu'il arrive en terrain non pas conquis, mais plutôt ennemi, et qu'il souhaite la paix, parce que c'est quand même un peu l'objectif. Hein, c'est un bonheur pour nous quand voilà, les souverains, les rois se raccommodent. Et il dit, j'espère que cela durera tout le temps qu'il me reste à vivre. Ce ne sera pas forcément le cas, d'autant plus que on sait que son maître, entre guillemets, en tout cas celui qui l'accompagne, l'ambassadeur Bentinck, était un ennemi farouche de Louis XIV et de la France. Alors, ça ne veut pas dire qu'il détestait tout en France, j'en parlerai rapidement, mais quand même, on est dans une période qui est complexe. Alors, c'est vrai que Bentinck, comme de Portland, dans les tractations, dans les positions qui ont été les siennes, a toujours essayé de limiter voilà, cette espèce d'empire français que Louis XIV finalement essayait de construire. Ce qui m'a semblé intéressant, ce n'est pas l'image, c'est surtout le fait que Bentinck a profité de son séjour parisien pour se faire un portrait par Hyacinthe Rigaud. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que Hyacinthe Rigaud, c'est la grande star du portrait à l'époque, et le fait que Rigaud ait accepté, parce que quand même, Rigaud, c'est un peu le peintre du roi, hein, c'est un peu le peintre favori de Louis XIV et de la cour. Le fait que Rigaud ait accepté, sans doute, est un signe, je dirais, de rapprochement diplomatique. Et le fait que Bentinck ait demandé un portrait par Rigaud peut aussi l'interpréter comme un élément de rapprochement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il me semblait intéressant d'évoquer ce portrait, puisque là aussi, les voyageurs, ils peuvent se faire portraiturer par les grandes stars de la peinture des pays qu'ils traversent. Alors, toujours dans cette idée de rédiger un texte diplomatiquement correct, c'est vrai que Lister, à la fin, notamment, hein, quasiment à la fin de son texte, mais on le retrouve à plusieurs reprises, il y aura un hommage appuyé à Louis XIV. Et ici, vous avez un extrait, hein, ce qu'il faut dire en honneur du roi de XIV, il a toujours donné de généreux encouragements à toutes les découvertes utiles, particulièrement à la médecine. Donc, un roi mécène, un roi qui s'intéresse et se préoccupe de la santé de ses sujets. Et Lister explique qu'il a acheté, rendu public, Le secret de la poudre des Jésuites, le quinquina, qui était au départ une fabrication, en tout cas, il existait une espèce de recette un peu secrète dans du vin, où on faisait infuser tout simplement le quinquina. Et donc, Louis XIV achète la recette, le diffuse, et Lister y songe. Voilà. Et il dit, pour actualiser un peu les choses, il en a usé de même dernièrement pour l'IPK-QNA, pareil. Un remède qui vient du Nouveau Monde et qui a des propriétés excellentes pour faire tomber la fièvre. Donc, on a un texte, en fait, qui est à la fois diplomatiquement correct, ça je passe dessus rapidement, qui vante la gastronomie française, l'architecture parisienne, les mœurs, voire même parfois un peu le climat. Hein. Sous-entendu, il avait la morvonnée et puis l'air sec de Paris va le débarrasser. Et donc, on est aussi dans des imaginaires, j'allais dire, à la fois médicaux et citadins, pour dire quelle ville, quelle région est meilleure que. Alors,
moi, ce qui m'intéresse sans doute davantage que l'aspect diplomatiquement correct du texte, c'est quand même l'aspect république des lettres, parce que Lister, dans son texte, il va faire une énumération de tous les gens bien qu'il a rencontrés à Paris ou à la cour, mais surtout à Paris, parce que ce qui va l'intéresser, ce sont les savants, les collectionneurs, ces esprits ouverts, ces esprits qu'on pourrait qualifier effectivement d'éclairés, qui viennent avant les Lumières, bien sûr, en 1698, mais qui correspondent quand même à ce que Paul Hazard avait en son temps, ouvrage merveilleux par ailleurs, la crise de conscience européenne, hein, donc cette période qui correspond en fait à une remise en question de beaucoup de principes. Et c'est vrai que souvent on focalise sur les Lumières, on oublie la période 1780-1720, où on a déjà énormément de réflexion, de recherche et une ouverture, je trouve, d'esprit et de curiosité tout à fait remarquable. Donc, Lister, il va passer son temps à aller chez les uns, chez les autres. Il se promène, il rencontre plein de gens. Donc, j'ai établi un petit tableau récapitulatif, en fait, avec tous les gens qu'il a rencontrés. Alors, j'ai essayé de classer. Bien sûr, ce n'est pas du tout satisfaisant. Par catégorie, par activité. Bon, des gens que je range dans la catégorie collectionneurs et érudits. Parce que quand il va voir ces personnages, des clercs pour certains, on lui montre des coquillages bizarres, on lui montre des plantes, des livres, des pièces de monnaie difficiles à interpréter. Et c'est la majeure partie, en fait, des personnes qu'il va rencontrer. Et on retrouve bien sûr de très grands noms. Hein. Mabillon, Baluse, hein, pour ceux qui connaissent les fonds de la Bibliothèque nationale, Guénière, Dacier, le numismate Vaillant. Donc des noms, en fait, qui sont des noms importants, qui sont des noms importants dans un certain nombre de domaines, mais que j'ai essayé de rassembler par défaut, hein, je m'en excuse, dans la catégorie collectionneur et érudit. Puis il rencontre aussi des physiciens et mathématiciens, le grand Cassini, excusez du peu, des artistes, des auteurs, un imprimeur aussi, Amisson. Il va croiser la route, si je puis dire, de Malebranche. On ne sait pas trop davantage. Anatomiste, évidemment, naturaliste, botaniste, voire jardinier, et médecin. Et médecin, en fait, on s'aperçoit que pour un médecin qui va voyager à Paris, il rencontre peu de médecins. Il y a juste une formule, évidemment traduite, qu'il emploie dans son journal, où il dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé à causer avec nombre de médecins. Mais il ne précise pas. Et ça m'a quand même un peu étonné, parce qu'à la rigueur, sans avoir d'a priori, mais un médecin, avec toutes les innovations et les découvertes et les controverses qu'il pouvait y avoir à cette époque, un médecin qui arrive à Paris aurait pu aller voir des docteurs régents de la faculté, des médecins royaux, etc. Il va croiser la route de Harlot, hein, qui est le médecin de la princesse Palatine, mais on n'en sait pas davantage. Et puis juste un chirurgien et un apothicaire. Hein, même si cet apothicaire, il a quand même son importance. Donc voilà pour les personnes de qualité qu'il a rencontrées. Donc on voit que c'est avant tout quelqu'un qui est intéressé par la collection, hein, au sens large de cette histoire naturelle où on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, si vous me passez l'expression. Alors il rencontre Geoffroy, hein, et là il y a un élément aussi qui est intéressant et qui montre que, alors bien sûr, c'est un voyageur qui vient observer des choses, mais aussi qui vient essayer de constituer des liens. Et il évoque précisément, hein, le fait que le fils de l'échevin Geoffroy, il a un peu parrainé pour qu'il puisse venir en Angleterre, voilà, avec le comte de Tallard, et qu'il soit membre du Gresham College, que vous connaissez sans doute mieux que moi. Et c'est un élément aussi qui est intéressant sur précisément la volonté de mettre un peu en réseau, ou de constituer des réseaux avec des échanges. Voilà, hein, et ce sont des éléments qui sont quand même très, 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 très importants et nombreux plutôt au XVIIe siècle, hein, même s'ils ne sont pas toujours, au moins je dirais dans l'histoire médicale ou scientifique, toujours très, 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 très étudiés ou très, très connus, on va dire. En France, donc, il y a cette volonté d'échange, de rapprochement, constituer un réseau, puis même justement d'apprendre des choses assez hautes, notamment comment est-ce qu'on distille de la soie d'araignée. Ça peut paraître un peu bizarre, je suis d'accord, pour en faire des gouttes thérapeutiques. Voilà.
Et il va même en offrir à Tournefort, Tournefort qui est le très très grand botaniste de l'époque, qui est d'ailleurs en compétition avec le premier médecin du roi, parce que Tournefort est un homme brillantissime, mais bon, c'est un autre problème. Et élément intéressant qui rappelle aussi toujours cette volonté de se faire bien voir et surtout de montrer qu'il faut faire la paix entre les peuples, entre les nations, et que on est dans un rapprochement et dans une logique d'une diplomatie savante. Il demande donc l'autorisation à l'ambassadeur de faire présent en son nom, donc au nom de l'ambassadeur, d'une partie des gouttes qu'il a réalisées à partir de la distillation de soie d'araignée. Et comme ça, Tournefort pourra distribuer des gouttes offertes ou préparées, voilà, grâce à ces gentils Anglais qui sont venus visiter Paris. Donc, il y a cette idée quand même d'essayer d'opérer un rapprochement avec des échanges et avec, je dirais, une forme de générosité. Mais finalement, j'en arrive à ma troisième et dernière partie, le bilan de ce voyage. Alors bien sûr, on a un texte qui est plutôt lénifiant, tout est lisse, tout est parfait, tout se passe très très bien. Grande curiosité des Parisiens à l'arrivée de l'ambassade d'Angleterre, il y a une foule énorme, alors ça c'est décrit effectivement dans la Gazette de France, mais est-ce que ça s'est aussi bien passé que ça? Alors, vous avez trouvé bizarre l'illustration, parce que apparemment ça n'a aucun rapport avec Lister, sauf que oui, en fait, c'est un rapport, puisque, je l'ai dit, c'est un naturaliste, il s'intéresse beaucoup aux gastéropodes et aux coquillages. Et en fait, dans l'édition anglaise, donc 1699 de son journal de voyage, on a quelques planches parmi celles-ci, réalisées par Plumier, qui est un naturaliste français qui a dessiné une espèce d'énorme escargot. Voilà, Lister était très intéressé par ça et donc il a voulu insérer cette gravure, donc encore une fois réalisée par un savant français, dans son édition du journal. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit quand on regarde un peu les sources, même si le dépouillement, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore de mon point de vue assez superficiel, hein, je parle de mon travail, on s'aperçoit que Lister a fait l'éloge de la France, des Français, de ses savants, mais que la réciproque n'a pas été vraie. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces savants, ils l'ont reçu, ils lui ont montré des choses, mais ils n'en ont quasiment jamais parlé. Et j'en veux pour preuve, même si, encore une fois, c'est un travail qui n'est pas achevé, je parle à la fois du mien et celui d'Anna-Marie Rousse, qui est la grande spécialiste de Lister. Elle est à l'université de Lincoln, et elle a publié vraiment énormément de textes et de recherches et d'articles extrêmement intéressants sur Lister, et donc elle s'est lancée dans la publication de sa correspondance. Alors, le texte, le volume que vous voyez à l'écran en date de 2015, et on pourrait se dire, où sont les autres? Je crois qu'il va falloir attendre un peu. Voilà, il va falloir attendre un peu, malheureusement. Là, c'est la phase 72-77, donc premier volume de la publication de ces lettres. Évidemment, moi, ce qui m'aurait été intéressé, c'était 598, etc. Mais ça, je crois qu'il va falloir attendre un petit peu. Néanmoins, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il est arrivé pour la première fois en France en 1668, mais scientifique, avec des Français dans la première partie, au moins, de la correspondance qui a été publiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lettres de Français dans la troisième partie, mais voilà, ça, c'est encore un terrain à exploiter. Alors, ceci dit, le silence des sources, il est quand même assez net. Pourquoi? Parce que dans la littérature scientifique, y compris là où Lister était censé être spécialiste, botanique, les coquillages, certaines plantes ou numismatiques, on ne parle jamais de lui. Mis à part l'hommage de Baudelot, on ne parle pas de Lister. Il n'existe pas. Mais ce n'est pas une référence. Il va falloir attendre, en fait, bien plus longtemps, avec des petits mémoires qui vont être insérés dans la collection académique. Bon, où on voit le nom de Lister qui apparaît, hein, mais on voit 1761, donc
plus de 60 ans après son voyage en France, et il est qualifié en 1773 de philosophe moderne, mais comment dire, terme générique pour désigner là, en l'occurrence, quelqu'un qui est classé parmi les naturalistes, pas du tout comme les médecins, alors qu'il a écrit des textes médicaux, hein, traduction de Sanctorius, mais en tant que médecin, non, absolument rien. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, comment dire, de racisme anti-anglais en matière médicale au début du XVIIIe siècle? On peut se poser des questions, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir, par contraste, hein, mais c'est un jugement purement psychologique et subjectif, de voir tout cet éloge et tout cet effort, tous ces efforts déployés par Lister, et en contrepartie, rien, ou alors quelques allusions très très rapides, mais très très lointaines, hein, presque 80 ans plus tard, hein, 1773, pour l'évoquer comme si en fait il n'avait pas laissé de traces, au moins dans la République des lettres française. Et bien sûr, la question qui se pose est en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, en Angleterre, ça a été pire. Pourquoi? Parce que, en fait, très vraisemblablement, son journal de voyage a circulé de façon manuscrite et a donné lieu, par le dénommé William King, à une diatribe, c'est-à-dire un voyage inversé. Un voyage à Londres, sous-entendu, on va reprendre la méthode ingénieuse, c'est ce qui est indiqué dans le sous-titre de Martin Lister, pour décrire Londres. Et sous-entendu, on se moque en fait de la description hyper positive, c'est paradisiaque, c'est parfait, etc. Sous-entendu, le texte de Lister a été très mal reçu par les Anglais. Ils ont trouvé qu'il en faisait beaucoup trop, c'était caricatural, hein. On revient à Emily in Paris. Voilà, ben Lister a fait à peu près pareil et il a été tout de suite critiqué. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la date, il faudrait vérifier quand même de façon un peu pointue, la date de cette édition précède le texte de Lister, c'est-à-dire la publication du journal de Lister, c'est 1699. Sous-entendu, dès qu'il est rentré en Angleterre, il a fait circuler le texte, les diatribes ont été publiées, et sans doute pour répondre à la diatribe, ou peut-être pour laisser un public plus large être juge, ou la postérité, il a publié à ce moment-là son journal. Hein. C'est intéressant d'avoir une critique avant la publication. À moins que le texte ait été antidaté, ça il faudrait vérifier, mais j'ai pas l'impression. Il faudrait vérifier de façon beaucoup plus pointue, mais d'une manière générale, on s'aperçoit que ce voyage s'est bien passé de son point de vue, mais que la République des lettres en France et en Angleterre est quand même restée particulièrement tiède. Mais voilà, c'est le destin de certains voyageurs, des fois, comme disait Descartes, à force de voyager, on devient étranger dans son propre pays. Ce sera le mot de la fin, je vous remercie. J'entends pas, c'est normal. Personne ne parle. Je ne sais pas. J'ai pas de retour son. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et non, le micro était coupé. Donc ah, voilà. Bon, pour résumer, c'était passionnant. J'ai aimé cette idée de préjugés vis-à-vis des Anglais, de la perception anglaise de la France. Hein, c'est quelque chose d'assez traditionnel, mais là, pour le coup, l'absence de source, le fait que ce n'ait pas été promu, hein, ce journal, démontre quand même pas mal de choses. Et le fait de tout de suite penser que ce sont des attaques vis-à-vis des Français, que c'est des préjugés qui sont placés dans ce journal, l'escargot, plein de choses à penser. Il y a matière, et choc culturel, hein, en tout cas les préjugés culturels, plein d'autres. Notre sujet, donc merci Lucien aussi pour ta passionnante
présentation. Tu as cité Dury, tu as cité plein de gens sur lesquels je reviendrai en quelques instants. Mais je vais prendre la parole et je vous laisse la parole. Nous vous laissons la parole pour toutes vos questions. Voilà, et également les collègues qui sont à distance, vous pouvez aussi. En levant la main. Par levant la main. Levez la main ou interrompez. Oui, s'il y a Ou envoyer des messages via la discussion. Je vais ouvrir mon écran d'ailleurs pour ça, pour être sûr de ne rater personne. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Peut-être une intervention. Tanis, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ah, magnifique. Oui, merci pour ces deux communications qui, je crois, sont très utiles à mettre un petit peu en parallèle parce qu'elles nous montrent combien le voyage, que l'on assimile souvent à une pratique culturelle, n'est jamais ou peu souvent déconnecté des réalités, soit militaires, soit diplomatiques. Et là, on a deux beaux exemples qui, pour le XVIIe siècle, me semblent très parlants. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est qu'on a affaire dans vos deux communications à deux récits de voyage qui ont été imprimés en leur temps. Et peut-être la question que j'aurais en particulier pour Lucien Grillet, c'est de s'interroger finalement de faire pour James Turner l'interrogation qu'a posée Stanis Pérez pour Lister, c'est-à-dire le rapport entre un récit de voyage publié et puis ce que Isabelle Surin appelait les archives du voyage, c'est-à-dire toutes ces notes, toute cette correspondance, tout ce qui a été produit par le voyage, mais qui n'a pas donné lieu à publication. Et je crois que c'est vraiment à travers l'articulation de ces publications et de la circulation, y compris manuscrite et parfois clandestine, de ces écrits, qu'on peut arriver à faire progresser la compréhension du voyage. Donc, ma question était de savoir si vous étiez intéressé ou s'il y avait des traces particulières dans le cas de James Turner, de correspondance, ou qui permettraient aussi de contextualiser peut-être davantage la source et ses mémoires, quand est-ce qu'elles sont publiées, dans quelles circonstances. Voilà la petite question que me posait la confrontation de vos deux communications. Alors, les mémoires de Turner ont été publiées en 1829. Oui. Et elles ont été en fait extraites. En fait, c'est une odyssée, le parcours de ces mémoires, parce que quand Turner les a rédigées, il les a mises dans un cabinet, ou une boîte qu'il a léguée à sa femme. Puis sa femme les a léguées à une famille qui l'a accueillie sur l'île d'Aran après la mort de son mari. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'archives en fait, sur Turner, qu'elles ont été recherchées dès le XVIIIe siècle par Robert Woodrow, par exemple, qui s'intéressait beaucoup à la vision de l'histoire que donnerait Turner, notamment sur les Covenanters. Et ça a été assez difficile c'était le Bannatyne Club qui publie ses mémoires. Et donc, l'éditeur de ces mémoires a compilé ce qu'il a pu. Il donne en annexe quelques correspondances. Et moi, ça, je n'ai pas eu le temps de les dépouiller et de vérifier. Il y en a d'autres. De toute façon, il y en a d'autres, ça c'est sûr. C'est une longue réponse pour vous dire que je ne pouvais pas répondre à votre question. Mais que probablement, oui. Vous avez dit pourquoi je ne pouvais pas répondre. Que les pistes existent. Et donc, il n'y a pas de publication avant 1829? Non, parce que la famille à laquelle Mary Turner avait légué, en quelque sorte, tous les papiers de son mari, n'a pas voulu les traiter. Il y a des correspondances entre Robert Woodrow et d'autres lettrés au début du XVIIIe siècle pour essayer de savoir où sont ces papiers. Et ensuite, comment on peut mettre la main dessus, en quelque sorte. Et dès que le contact est fait, la piste s'assèche. Parce que la famille Turnbull, c'était aussi un militaire, ne voulait pas se séparer de ce travail. Et ils ont été remis à la Advocates Library que, si je ne me trompe pas, soit fin 18e, soit tout début 19e. C'est à ce moment-là que, évidemment, avec le dynamisme de Walter Scott, là-bas. Oui, c'est ça. Il y a aussi la conjoncture des années de 1820 qui explique. Ouais. Cette période de martyrologe où on essaye de réhabiliter les covenanters, donc véritablement des martyrs, et il y a eu beaucoup de procès sur des études et des choses qui ont été écrites sur eux. Ça tombe en plein dans cette période, et ces fameuses sociétés bourgeoises étaient là aussi pour questionner cette culture qui avait été fabriquée jusque-là pour la réhabiliter, pour en donner une meilleure image au monde.
particulièrement au XIXe siècle. Ça correspond tout à fait à cette période. Ouais, et cette logique-là, effectivement. Le fait qu'il n'ait pas eu accès à ces sources avant. Mais le Ballantine Club a certainement, oui, été heureux de retrouver cette boîte. Il y a aussi, si je peux me permettre, une sorte de... J'ai trouvé ça avec d'autres sources. Ma source de maîtrise, c'était les comptes d'un trésorier, par exemple, sur l'armée écossaise. En fait, systématiquement, l'historiographie les traite de la même façon. C'est-à-dire, c'est catégorisé dans sources militaires. Ouais. Donc, il n'y a que les historiens militaires quasiment qui s'en sont occupés, entre guillemets, en disant à peu près, pas les mêmes choses exactement, mais en cherchant, par exemple, à comparer avec la New Model Army, donc à comparer avec l'Angleterre, en fait. Et n'ont pas été étudiés en tant que tels sur ce qu'elle peut apprendre sur l'Écosse, sur le personnel. Et les sources manuscrites, du coup, on peut les consulter maintenant dans les sources de Turner. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait faire ça. Travailler à distance. Enfin, oui. Elles sont, parce que les mémoires sont sur type.org, parce que cet ouvrage-là a été numérisé. Les autres archives sont essentiellement à Édimbourg. Il y en a aussi à Londres. D'accord. Merci. Alors, d'autres questions en ligne? Je ne sais pas, Sabrina, s'il y a des questions. Personne. N'hésitez pas à intervenir. Des commentaires? Oui. Vous avez 30 minutes de Stanis Pérez ou pas? Est-ce qu'il faut parler plus fort pour que vous entendiez, Monsieur Pérez? Vous entendez? Je crois qu'il oui, oui, j'ai entendu. C'est juste une question un petit peu de termes. Est-ce que le fait d'être naturaliste, ça efface la qualité de médecin? C'est-à-dire que, en fait, je ne suis pas très surpris qu'on ne parle finalement du personnage qu'en tant que naturaliste. Je pense à pas mal de médecins du 18e qui sont en même temps naturalistes et qu'on ne connaît que comme naturalistes, même s'ils étaient, je sais pas, médecins officiellement, médecins dans la pratique, type Piétard, médecin du duc d'Orléans, etc. Alors, je voulais savoir, donc, est-ce que c'est un indice probant que de ne pas entendre parler comme médecin du fait qu'il soit ignoré? Oui, alors en fait, je suis tout à fait d'accord. Hein. De toute façon, les savoirs ne sont pas du tout différenciés et séparés comme on pourrait s'y attendre avant, bien sûr, la fin du 18e ou le début du 19e siècle. Simplement, moi, j'ai quand même été un peu frustré, on va dire, parce que vous savez, j'aime bien mes médecins et mes chirurgiens. Lister a accompli des expériences, notamment sur les ventricules, donc la circulation sanguine et autres, des expérimentations qui sont très bien décrites dans son journal et qui n'ont laissé strictement aucune trace. Donc je pense qu'il faudrait préciser les choses, mais que la médecine française a quand même été un peu allergique à la médecine anglaise. On sait à quel point c'était très compliqué de faire passer l'histoire de la circulation sanguine pour des raisons hippocratiques, mais aussi parce que finalement, c'était des choses qui venaient d'Angleterre, qu'ils n'aimaient pas trop. Oui, c'est un naturaliste qui s'intéresse à beaucoup de choses, mais on ne lui a vraiment pas rendu l'appareil au niveau médical, alors que lui-même, disons que lui-même est capable de faire la distinction. Il fait la distinction quand il va parler d'histoire naturelle avec un botaniste, avec un collectionneur qui a un coquillage un peu bizarre, etc. Voilà, il sait que ce n'est pas de la médecine. Donc lui, quelque part, il fait un peu la distinction. Après, quand il va avoir un chirurgien qui dit « Bon, alors comment ça se passe, par où ça passe, là on a un poumon, il y a le sang, etc., l'air, l'oxygène, par où ?» Quelque part, je dirais en filigrane, on est déjà dans une forme de spécialisation. Oui, voilà, de spécialisation et de catégorisation, mais qui peut-être n'a pas été bien reçu. L'ouvrage de Baudelot ne concerne que la numismatique. La numismatique. Voilà. Et donc, je dirais que c'est toujours le problème de regarder avec nos yeux et avec nos catégories un discours savant qui est à la fois dans la curiosité au sens on s'intéresse un peu à tout et en même temps a une approche où bien entendu pour être un bon médecin il faut être un bon botaniste. Hein. Le cas de Tournefort est quand même assez
assez emblématiques. La guéguerre, d'ailleurs, entre Tournefort et Fagon, j'avais publié un petit article pour la Société de botanique, d'ailleurs, en son temps, sur leur conflit, était assez intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que la réputation de Tournefort, en tant que botaniste et en tant que médecin, était supérieure à celle de Fagon, mais que Fagon, il avait la santé du roi entre ses mains, donc il a tout fait pour l'éloigner, pour l'envoyer dans des voyages les plus lointains possibles pour aller chercher des plantes incroyables. Et quand Tournefort, hein, des lettres au Muséum d'histoire naturelle que j'ai étudié, quand Tournefort, donc là aussi finalement c'est un voyage, j'aurais pu étudier Tournefort d'ailleurs, le voyage botanique c'est très intéressant aussi, parce qu'il sert d'espion, hein. C'est-à-dire qu'il va à Constantinople et en fait il regarde tout ce qui se passe, il ne regarde pas que les arbres bizarres et les fleurs sympathiques, il regarde aussi ce que fait la Sublime Porte. Et en fait quand il renvoie des caisses avec des échantillons de plantes et autres à Paris, comme par hasard, les caisses disparaissent. Voilà, parce que sans doute des agents de Fagon se sont dit non, là il est en train de faire des découvertes intéressantes, il faut s'en débarrasser. Là aussi, je pense, mais ce sera peut-être abordé, hein, le voyageur qui envoie des choses ou qui ramène des objets, au-delà de la collection classique du Grand Tour, va être intéressant de voir aussi la circulation, la trajectoire, et puis ce que dans ces colis, dans ces malles, voilà, il n'y a peut-être pas des choses qui disparaissaient ou qui étaient un peu surveillées. Enfin, en tout cas, je ne pense pas, je ne l'ai pas évoqué, je me permets très rapidement, je m'en excuse par avance de l'évoquer, mais je ne pense pas que Lister ait une fonction d'espion. Alors qu'on sait qu'au XVIe, au XVIIe siècle, les médecins qui circulent et qu'on envoie notamment au chevet des grands, c'est pour avoir des informations stratégiques. Ils ne se déplacent pas gratuitement, j'allais dire, ou simplement pour la beauté de la science. Ou l'intérêt des arts et des lettres. Lui, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Il est sincère, mais il a pas finalement été récompensé. Et pour terminer, il faut vraiment que je rende hommage aux travaux de Maria Rousse, qui a fait un travail extraordinaire et qui notamment a montré, et on retrouve un peu cette idée de frustration et d'échec personnel, que Lister, en fait, a été obligé d'apprendre à ses filles la botanique. Et elles sont devenues en fait spécialistes. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vraiment eu d'élèves ou de confrères avec qui il aurait pu entretenir des échanges et transmettre. Il n'a pas été capable de transmettre, et donc il a transmis à ses filles. Et en fait, les filles Lister, notamment une en particulier, est devenue une grande spécialiste. Il lui a appris à dessiner des coquillages, des gastéropodes, etc. Et c'est un élément qui est très intéressant. C'est-à-dire que son voyage lui a permis aussi de transmettre quelque chose à ses propres enfants et à transmettre une culture et un savoir. C'est assez remarquable. Enfin, moi, je trouve ça remarquable. Et, pardon de rebondir sur ce que vous avez dit, que j'ai trouvé très intéressant sur Tournefort, et toujours sur ce décalage finalement entre la production des archives du voyage et leur édition. Est-ce que selon vous, ça explique cette mise à distance un peu de Tournefort par Fagon, le fait que le vrai récit de Tournefort de son voyage du Levant, il est publié assez tard, finalement, je crois que c'est 1717. Donc, c'est ça, il y a ce décalage-là entre la production de la ressource née du voyage et sa connaissance, son impression. Oui, parce que je pense que, là, pour parler encore de catégories, alors, ces voyageurs, qu'ils soient espions ou pas, ces botanistes qui vont chercher, on va dire, allez, ils vont observer des plantes, des racines, des fleurs, des bulbes, des arbres, etc. Je pense que en réalité, c'est beaucoup plus stratégique que nous. Et quand je dis stratégique, c'est à la fois presque en termes économiques, géopolitiques. Je crois que, mais il faudrait creuser cette question. Il y a une véritable géopolitique de la circulation des végétaux. Alors, on le sait de façon classique, pour le quinquennat, parce que c'est cher, c'est efficace, etc. Mais ces botanistes, quand même, ils ont un peu entre leurs mains on pourrait dire des matières premières qui, à la fois au niveau symbolique, au niveau thérapeutique, au niveau marchand, commercial, je pense qu'on minimise ou on ne mesure pas l'importance de ces questions. Après, quand on regarde la littérature scientifique du XVIIIe siècle, on voit qu'on s'intéresse de plus en plus à la culture du mûrier,
l'arbre à pain, le quinquennat, est-ce qu'on peut l'acclimater au climat européen? Il y a de véritables enjeux. Autant pour le Moyen-Âge et le XVIe siècle, on sait que les épices, par exemple, ont joué un rôle exceptionnel dans la consommation, la culture, l'économie. Autant, je pense qu'au niveau des végétaux, il y a tout un travail hein, qu'il faudrait établir autour justement de leur importance, mais vraiment stratégique, et même de la géopolitique qu'ils entourent. Donc effectivement, un botaniste, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. Voilà. Ce n'est pas simplement un naturaliste qui va se promener dans un chemin et qui ramène des fleurs. Hein. Et la guerre personnelle entre Fagon et Tournefort, c'est aussi une question d'influence. Voilà, mais d'influence au-delà même de la cour. Donc, on a certainement eu d'autres questions à poser. Malheureusement, nous sommes assez limités, on va dire, au niveau du temps, puisque la journée est très chargée. Donc, il n'y a pas de questions en ligne, pas de commentaires ou réactions autres. Très bien. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour vos présentations particulièrement riches. C'est sûr, moi, Lucien, je te poserai quelques questions au temps de la pause. Et Stanis, si je peux me permettre, merci pour cette très belle présentation. Et certainement, j'espère avoir l'occasion de pouvoir vous poser 2-3 petites questions sur le tableau que vous nous avez montré par Hyacinthe Rigaud. Avec plaisir. Qui m'a beaucoup intéressée. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, nous allons prendre 15 minutes de pause et ensuite, donc, nous écouterons Gilles Bertrand. Voilà. Donc, une petite pause de 15 minutes. Pause de café.